Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans épisode suivant, votre émission dédiée aux séries et aux plateformes de streaming sur Tech & Co et BFM Tech. Ravi de vous retrouver et pour une émission spéciale aujourd'hui, un focus sur une série française très attendue. C'est un événement puisqu'il s'agit de la série Lucky Luke, le célèbre cow-boy de BD qui s'offre une nouvelle adaptation. C'est du live action, c'est pas de l'animation, attention. 17 ans après le film avec Jean Dujardin. Ça se passe cette fois sur Disney+, c'est dispo à partir du 23 mars. Lucky Luke, alias Alban le Noir, dans cette série, c'est lui qui endosse le célèbre chapeau, le bandana rouge et la chemise jaune de Lucky Luke. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui rien de moins que les deux créateurs de cette série, Thomas Mansuy et Mathieu Leblanc. Bonjour messieurs. Salut Clément. Merci d'être sur le plateau aujourd'hui pour nous parler de Lucky Luke. Je vais vous présenter, même s'il y en a un qu'il faut peut-être un peu moins présenter que l'autre, c'est Thomas. C'est déjà deux fois, Thomas, oui, je suis un habitué. Que vous venez dans l'émission cette saison. La première fois, c'était pour Belphégor, En effet. que vous aviez co-créé pour HBO Max. C'était fin 2025 et déjà de retour sur les plateformes de streaming, ça ne s'arrête jamais. Donc pour Lucky Luke, je rappelle quand même que Thomas, on vous doit notamment d'autres séries comme Panda ou Killer Coaster. Voilà, que vous avez contribué Panda à que j'ai écrire. co-créé, ce monsieur. Et voilà, c'est ce que j'allais dire, puisque Mathieu, c'est assez facile du coup de vous présenter en deuxième, puisque vous êtes un peu inséparables avec Thomas, tous les deux. Tout à fait. Vous écrivez ensemble la plupart des séries sur lesquelles vous bossez, donc notamment Panda, mais aussi ce Lucky Luke dont on va parler, et un film, mais dont on parlera en toute fin d'émission. Voilà, vous avez bossé, puisque le film est déjà écrit, je crois, sur un film très attendu, peut-être encore plus attendu que Lucky Luke, on va pas se mentir, qui sortira en fin d'année, mais je n'en dis pas plus, ce sera possible. pour la fin de l'émission. D'ici là, parlons un peu de Lucky Luke direction le Far West. Lucky Luke, ça sort donc sur Disney+, ce 23 mars. C'est un peu l'anniversaire cette série, puisque j'avais pas fait gaffe moi quand ça a été annoncé, mais Lucky Luke fête ses 80 ans cette année. Il Pas est mal fait quand pas, même, hein. vieux monsieur, pourtant toujours aussi rapide. Donc la première aventure a été sortie en 1946, vous n'étiez pas né? Non. Et non, Non. moi non plus d'ailleurs. Je n'étais même pas une idée. Même mes grands-parents étaient peut-être même pas une idée, je pense à ce moment-là. Journal de Spirou, à l'époque évidemment, comme la plupart des grandes BD franco-belges. Et donc quoi de mieux pour fêter dignement cet anniversaire qu'une série, tiens, voilà, pour remettre un peu le personnage au goût du jour. Et en même temps, que raconter? Il y a eu plus d'une centaine d'albums autour de Lucky Luke, soit sur lui, soit sur un peu l'univers. Du coup, pour commencer, une question assez simple. Ça raconte quoi votre Lucky Luke, Thomas, Mathieu? Alors, notre Lucky Luke, en une phrase, c'est l'histoire d'un cow-boy solitaire qui cesse de l'être. Voilà, ça c'est de la tagline, ça. Pan. Ah, c'est comme ça que vous avez vendu la série? Oui, Presque. c'est la Oui, première oui. phrase de la Bon, Bible. il y avait d'autres mots après, mais non, en fait, oui, comme tu le dis, il y a plein d'albums, il y a plein d'histoires. Nous, on s'est dit qu'on allait raconter l'histoire d'après. Allez, imaginons un album qui n'a pas encore été écrit. Et en gros, en quelques mots, Lucky Luke, notre série, en tout cas, c'est l'histoire de notre cow-boy solitaire qui fait son taf de cow-boy solitaire et qui fait la rencontre mouvementée de Louise, qui est une jeune femme, une jeune fille même de 18 ans, qui est à la recherche de sa maman. Et sa maman a été enlevée et Lucky Luke va du coup décider de l'aider. Évidemment, l'aider, ça veut dire traverser le Far West et rencontrer des méchants. Des méchants, des gentils aussi, voilà, un paquet de gens qui Même vont, des méchants gentils. un peu des deux, effectivement. Voilà, on va retrouver pas mal de personnages connus de l'univers de Lucky Luke, on va en parler. À la base, pourquoi cette envie de réadapter Lucky Luke? Je disais, il y a eu un film qui est sorti il y a 17 ans, film de James Hutt avec Jean Dujardin dans le rôle titre. Il n'avait pas laissé, on va être très honnête, une super impression à la fois publique et critique. Il y avait un pari quand même à vouloir remettre Lucky Luke comme ça en live action, non? Carrément. C'est même un peu suicidaire en réalité, parce que évidemment, alors nous avec Mathieu, on est coutumier des adaptations, donc on sait très bien, et là c'est le cas, qu'on est attendu au tournant, avec impatience et avec défiance. Voilà. Donc il y a un défi. Lucky Luke, c'est aussi, c'est quand même l'opportunité de faire du western en France de manière à peu près légitime. C'est-à-dire, on n'est pas en train de faire de la parodie, on n'est pas en train de raconter, de singer les Américains. On adapte un de nos monuments qui a 80 ans, donc on peut dire qu'il a acquis une petite légitimité. Et donc voilà, donc pour des auteurs, c'est quand même un bac à sable merveilleux et inespéré. Et c'est aussi une occasion géniale parce que comme tout, on va dire, ces monuments de la BD franco-belge, Lucky Luke, c'est un héros qui est classique.
Mm. Et parce que c'est un héros qui est classique, c'est un héros qui est parfait. Et parce qu'il est parfait, il ne peut pas lui arriver grand-chose. C'est même un des héros les plus parfaits, même si on prend Tintin, Spirou, personne n'est aussi parfait que lui. Lui, il tire plus vite que son ombre, il désarme. Il peut s'en sortir quoi qu'il arrive. Voilà, il désarme ses ennemis avant même qu'ils aient dégainé. Et donc, du coup, il y avait la question de comment on fait pour en faire un héros moderne, comment on fait pour le fragiliser et faire qu'on s'intéresse à lui. Il y a un challenge, donc, du coup, si je Exactement. comprends bien, quand même, à se lancer là-dedans. Moi, j'ai une question qui, voilà, pour on va tout de suite écarter la BD, on va dire, de l'histoire, parce que c'est donc une adaptation. Vous êtes parti quand même de cette BD qui est un monument, on l'a dit. Au début de chaque épisode, il y a une mention Ouais. en hommage à Maurice et Goscinny. C'est pas forcément la formule classique. Normalement, on dit adapté de la BD, de l'œuvre originale, machin. Là, c'est en hommage. C'est vous qui avez choisi cette formule? C'est volontaire? Alors, c'est pas nous personnellement qui l'avons choisi, c'est une décision de producteur Ouais. et d'éditeur de la BD. Après, nous, elle nous va très bien. C'est juste pour rappeler que, pour mettre les choses au clair, Maurice et Goscinny sont les papas de Lucky Luke. Et cette série est une marque de respect pour ces messieurs qui nous ont inspirés sur plein d'autres choses. Et si vous remarquez bien, en plus, il y a marqué en hommage à Lucky Luke, enfin Lucky Luke en hommage à Maurice et Goscinny, et puis le nom de tout le monde sont à la fin des épisodes. Il n'y a pas de générique de début, donc c'est volontaire, se dire voilà, c'est avant tout un hommage. Voilà, mais c'est une expression qui nous va très bien au final parce que c'est le bon reflet de notre vision de l'adaptation, qui est qu'une bonne adaptation, ça se fait avec respect et trahison. Et donc à partir du moment où c'est un hommage, il y a du respect. Et en même temps, c'est un hommage, donc ça n'est pas leur Lucky Luke, c'est le nôtre. Et du coup, immédiatement, on se place dans une position où on est en train de prendre une icône et on lui donne une deuxième vie, et pas juste une deuxième vie parce qu'on repart à zéro, etc. C'est pour ça qu'on a aussi décalé dans le temps. C'est pour ça qu'on a dit, on ne fait pas juste le prochain album, on fait une histoire qui se passerait après tous les albums, ceux passés et ceux à venir. On décale Lucky Luke, on le fait vieillir, ce qui n'arrive jamais dans les albums. Justement, parlons donc de ce Lucky Luke, puisque donc moi, c'est un peu ce qui m'a désarçonné quand j'ai commencé à regarder. J'ai vu les premiers épisodes. Il ressemble pas à Lucky Luke. Si on le prend comme ça, tel quel, Pas complètement. alors il a cette chemise jaune, hein, il a cette veste, ce gilet noir, le foulard rouge autour du cou, le chapeau, jusqu'ici tout va bien. Il n'a pas l'espèce de mèche, Non. ça, vous n'êtes pas allé jusque-là. Et surtout, il est un peu plus usé, quoi. On sent effectivement, il n'est pas rasé de près, la vie lui a un peu tapé dessus malgré tout, même s'il reste ce grand cow-boy capable de dégainer plus vite que son ombre, même si au début, un peu plus compliqué que ça. C'était quoi l'idée? C'était d'avoir du réalisme, justement, d'user ce personnage? Alors, il y a un truc qui est intéressant, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un peu Superman, Lucky Luke, avec un chapeau et pas de kryptonite. Donc, nous, ce qui nous intéressait, c'était de le fragiliser. Et donc, le fragiliser, c'était le vieillir, c'était quelque part le fragiliser. C'était le mettre dans une posture qui n'était pas celle qu'il avait d'habitude. Il arrive au début de son crépuscule, hein, il a 40 ans, c'est pas crépusculaire, mais c'est en même temps l'amont et le début de la fin, on va dire. Et, On a 40 ans nous-mêmes, donc voilà, on a 40 ans, on est bien placé pour... Surtout, 40 ans au Far West, c'était déjà un... Exactement. T'étais en fin de vie. Exactement. Et donc, du coup, ce qui nous intéressait, c'était de se dire, OK, on veut que quand on regarde Lucky Luke, on se dise qu'il est dans un vrai monde où les balles blessent et tuent. Et donc, d'ailleurs, la première image qu'on a écrite, c'était Lucky Luke qui saigne, ce qu'on n'a jamais vu. Ouais. Et voilà, on spoil rien puisque c'est la première image, mais on commence avec un Lucky Luke blessé à la main. Et donc, comment va faire l'homme qui s'en sort tout le temps si sa main est blessée? Et ça, c'était notre point de départ. C'était vraiment la première image épinale d'où on partait. Et la direction artistique de Benjamin Rocher, le réalisateur, en fait, a découlé de ça. Et le côté de se dire, OK, oui, en fait, le mec, quand il dort, il est chez lui, il n'a pas de salle de bain, et il se réveille, il est mal rasé. Enfin voilà, toute la vision, on va dire, western spaghetti, elle a découlé de là très naturellement. Ça se découle aussi dans sa personnalité, puisque Lucky Luke, dans la BD, il parle pas beaucoup. Il est plutôt un peu même en retrait de ses propres histoires. Il est un personnage un peu qui accompagne les différents, qui les règle à un moment, parce qu'il faut quand même bien sortir le pistolet dans une ou deux scènes. Le vôtre, il parle. Pas Ouais, énormément non plus, c'est pas le plus grand des loquaces, mais il parle, il y a des émotions qu'il traverse. Ça, c'est toute une écriture qu'il a fallu, pas partir de zéro, mais qu'on trouve très peu dans les albums, quoi. Il y avait un personnage à construire, parce que Mathieu avait coutume de résumer Lucky Luke comme ça, en disant c'est un mec qui parle pas, qui est parfait.
et les seules personnes avec qui il discute, c'est son cheval et éventuellement un chien de temps en temps. Ce qui n'est pas très sain d'esprit, finalement, de parler avec son cheval et son chien, quoi. Non, bah alors c'est bien, on l'adresse dans la série. On explique pourquoi, à force de passer du temps tout seul, tu te mets à parler aux cactus et aux chevaux. Mais non, bah oui, en effet, nous, on avait besoin d'en faire un héros. Et donc, tu le dis, Lucky Luke, dans les albums, son modus operandi, c'est qu'il débarque quelqu'un, il voit la folie de l'Ouest et il essaye de coacher. Premier coach de vie, c'était ta formule. Oui, c'est ce qu'on se disait. Voilà, il a un côté un peu, il aide les gens à régler leurs différences sans essayer trop de les régler lui-même, quoi. Évidemment, quand on fait une série, nous on avait envie d'ouvrir un peu la machine, de dire il y a un petit cœur qui bat dans Lucky Luke forcément, et donc on va le fragiliser, on va le mettre en questionnement sur sa vie. Un cow-boy solitaire, pourquoi est-ce qu'on est tout seul comme ça à force? Est-ce qu'on n'a pas quel challenge on pouvait lui trouver? Au final, le challenge pour nous le plus simple, c'est on va lui faire ouvrir son cœur, on va le déconstruire, on va le mettre en faiblesse et on va le forcer à rencontrer des gens. Alors et puis c'est rigolo. Lucky Luke, c'est un type qui est soit énervé, soit flegmatique, soit un peu honteux quand il est obligé de bien se coiffer quand il va à Washington. Mais sinon, c'est un type qui est jamais en difficulté. Là, de le voir bafouiller, de le voir essayer de parler de ses émotions, on avait l'impression que ça nous permettait de l'aimer un peu plus. Ça le rend en tout cas plus humain, moins super-héroïque, moins au-dessus de la mêlée, on va dire. On arrête de l'admirer, on l'admire toujours, mais on ne fait pas que l'admirer, on commence à avoir de la tendresse pour lui. C'était notre objectif. Ça passe notamment par ce duo, du coup, puisqu'il est donc accompagné tout au long de cette série par Louise, entre autres, en tout cas c'est elle qui est la plus présente, donc Louise Willow. Donc tu en as parlé, Thomas, une jeune fille de 18 ans qui cherche sa mère, dont le grand-père adoptif a été tué par des bandits, quoi. Donc sa mère a disparu et il faut un peu que Lucky Luke l'aide, contraint ou forcé d'ailleurs un peu au début. Mais comment ce personnage est né et comment vous avez créé cette dynamique justement avec le héros principal qui finalement est peut-être plus le héros principal de cette série par moment? Alors, avec ce que Thomas a raconté, on en a plus fait le héros principal que dans les albums, parce qu'au final, il a quelque chose à vivre et il a des défis à relever. Donc au final, il évolue, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'ici. Lucky Luke, même, il part au soleil couchant et il ne fait d'amis. Il s'attache à personne. Donc là, on avait besoin de quelqu'un auquel il s'attache, d'une part. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de lui mettre dans les pattes quelqu'un. C'était toute la dynamique de mettre fin au cow-boy solitaire. Et on s'est dit qu'on allait prendre quelqu'un, évidemment, qui était jeune, qui allait lui rayer dans les brancards et qui était, évidemment, le regard du spectateur, qui était quelqu'un qui permette de parler autant aux gens qui connaissent Lucky Luke que à ceux qui ne le connaissent pas et qui donc, elle va le secouer, elle va être l'incarnation de cette nouvelle génération qui découvre cette icône, ce mythe, et qui va lui faire réaliser qu'il est peut-être plus à la page tant que ça et qu'il est moins glorieux que ça. Puis à l'écriture, c'est pratique parce Lucky Luke n'a pas besoin de représenter Joe Dalton quand il croise Joe Dalton, ils se connaissent très très bien. Là, on a un petit personnage vers qui on doit se tourner pour dire alors lui, tu vois, c'est le plus grand bandit de l'Ouest, c'est mon rival depuis toujours. Donc c'est une béquille aussi scénaristique. Une porte d'entrée pour nous aussi, quoi, parce que nous, on est là, on parle de Lucky Luke parce qu'on connaît Lucky Luke, mais il y a aussi plein de gens. Lucky Luke, quand il a 80 ans, c'est un vieux héros de BD. Il y a aussi plein de jeunes aujourd'hui, j'imagine, qui connaissent pas forcément Lucky Luke, quoi. Et puis, tu le dis aussi très bien, c'est que ça permet de parler à un autre public. Parce que nous, on a l'impression d'être jeunes, mais on l'est de moins en moins. Et c'est important de parler à deux publics parce qu'il y a une double diffusion sur cette série. C'est-à-dire que là, on parle de Disney+, le streaming s'adresse plutôt à un public relativement plus jeune, on va dire, que la télé. Mais il y aura une diffusion télé en fin d'année, je crois, à Noël, sur France Télévisions. Là, pour le coup, effectivement, il faut s'adresser à un public plus large. Familial. Dans les deux cas, c'était vraiment un public familial. Nous, clairement, on a écrit une série qui était notre rêve de gosse à nous, mais on voulait faire rêver nos propres gosses. D'ailleurs, voilà, une d'elles s'appelle Louise et on la salue. Mais clairement, l'enjeu pour nous, ça a été toujours de s'adresser à tous les niveaux. Mais par contre, ce qui est très important, et c'est souvent le cas de plein d'adaptations de bandes dessinées franco-belges, la façon de s'adresser aux adultes, c'est souvent de faire un petit clin d'œil, d'être dans le méta, de décaler, etc. Et nous, notre approche, c'est toujours de dire on est premier degré sur le danger, premier degré sur l'émotion et premier degré sur l'humour. Du coup, on ne fait pas les petits malins et c'est notre manière à nous, quelque part, d'être toute proportion gardée, mais dans quelque chose un peu Spielbergien, c'est-à-dire où les enfants, comme les adultes, vont vibrer de la même manière et ça va parler à leurs deux petits cœurs. On croise beaucoup de monde dans cette série, je disais, donc il y a ce duo principal, mais qui va croiser toutes les figures. Enfin, pas toutes, mais une bonne partie des figures propres à l'univers de Lucky Luke, à commencer par les Dalton, bien sûr, comment faire Lucky Luke sans faire les Dalton.
l'univers de Lucky Luke, je disais, il y a plus d'une centaine de BD, c'est extrêmement riche, il y a beaucoup de personnages secondaires. Qu'est-ce qui vous paraissait, vous, essentiel de garder? Alors, au-delà des Dalton, j'imagine qu'ils sont imposés assez vite. Mm. Qu'est-ce qui vous a paru essentiel, comme, j'allais dire, dans le lore, si je peux utiliser le terme, de Lucky Bah, Luke? bon, alors déjà, nous, on a grandi avec Lucky Luke, Mathieu comme moi. Euh, Déjà, il y a quelque chose de très pragmatique. C'est au départ du projet, on a comme feuille de route d'adapter que sur les 8 épisodes que nous allons écrire, avec Juliane Agrignon et Justine Kim Mhm. Gauthier, j'en profite, qui sont nos co-autrices sur cette série, on avait comme mission d'adapter 4 albums sur 8. Ok. Effectivement, il y a Euh, plusieurs épisodes qui sont spécifiquement voilà. adaptés de certains Et, albums. et le mot adapté prend tout son sens parce que parfois on adapte un concept, Ouais. ou parfois c'est l'album numéro 2 avec ce personnage qu'on a déjà rencontré. Donc ça, je vous spoil rien, mais Mhm. on avait cette direction-là et en même temps on était extrêmement libre. Donc merci aux ayants droit de nous avoir laissé manipuler le personnage à ce point. Donc nous, on s'est dit, bon, bah, on aime tout Lucky Luke, c'est quoi nos préfs? Voilà. Donc moi, c'était l'Empereur Smith, Mathieu, c'est le juge, si je me trompe pas. C'est ça. Et après, comme tu le dis, on se dit, bah, les Dalton, c'est quand même la moitié de ce lore. Donc voilà, et pour nous, le meilleur, c'était Les Dalton se rachètent. Mm. Cet album où ils doivent faire semblant d'être gentils, donc c'est un contre-pied. Et nous, on prend le contre-pied du contre-pied, donc je pense qu'on récupère. Bon, Les Dalton se rachètent, c'est celui où vous voyez la mécanique la plus respectée par rapport aux albums, même si le point de départ est différent. Mais voilà, donc on a pris nos préférés, on n'est pas allé chercher très loin. Et non, et sachant que parmi nos préférés, au-delà de nos préférés, en fait, ce qui était intéressant, c'est que vu qu'on se situe forcément après les albums, l'enjeu c'était de se dire que ceux qui connaissent l'album vont y reconnaître des choses, mais par contre, c'est quand même une nouvelle aventure. Et donc, tous les albums qu'on a retenus, et c'est sûrement aussi pour ça qu'en partie c'était nos préférés, ils avaient une idée force très importante. L'Empereur Smith, c'est l'histoire d'un rigolo qui se prend pour l'empereur des États-Unis, sauf que le rigolo, il a des vrais canons, découvre-t-on, et donc au final, si un méchant le manipule, et ben, ça devient un dangereux vrai rigolo. Et Toute typiquement, comparaison avec l'actualité. voilà, récente, exactement, fortuite. exactement. Et donc le juge, c'est l'histoire d'un type qui s'est autoproclamé juge et qui pond des lois comme ça l'arrange. Ouais. Et voilà, nous on s'est dit, bah, imaginons un village entier où tout le monde serait juge, etc., etc. Et donc en fait, ce qui était important à chaque fois, c'était d'avoir des idées forces très puissantes. Dans un qu'on adapte, Lucky Luke contre Josh Jammon, c'est le seul, presque, je pense, album où Lucky Luke doit se comporter comme un bandit pour battre un bandit. Et donc à chaque fois, on avait quelque chose qu'on pouvait aller chercher, une étincelle qui nous permettait du coup d'être très fort en structure et en même temps de raconter une toute autre histoire. Est-ce que vous avez relu tous les albums avant de préparer la série? Ah, j'ai envie de dire oui, moi c'est faux. J'ai pas lu tous les albums, Voilà. j'ai relu Bah, moi, j'ai grandi dans une maison, il y avait 10 000 BD et j'en ai moi-même, je pense, 4-5 000. Donc, oui, j'ai acheté tous les albums. J'en avais une grande partie. J'ai même acheté en double pour avoir les albums au bureau et les albums à la maison. Et on avait un champ un peu plus réduit puisqu'on était tenu de faire et Goscinny et Maurice. C'est Maurice qui a créé Lucky Luke. Ouais. Goscinny est arrivé à la partie de l'album 11, je crois. Mhm. Grâce à Goscinny, on a ressuscité les Dalton, parce que quand même les Dalton qu'on connaît, ce ne sont pas les vrais Dalton. Maurice les avait tués, donc c'est les cousins Dalton. C'est leurs cousins un peu nuls. Et donc c'est un vrai, vraiment, c'est du vrai génie de la part de Goscinny d'avoir suggéré ça et d'avoir trouvé une petite excuse. Et du coup, oui, on a relu la grande majorité, mais comme l'a dit Tom, au final, on avait un filtre qui s'est rapidement, qui nous a confirmé que nos intuitions premières et nos goûts matchaient bien. On a pris beaucoup de plaisir. Si vous nous regardez chez vous sur votre télé ou sur YouTube, vous voyez peut-être derrière moi les images du dessin animé de 2001, qui pour ma génération des années 90 est assez culte. Hein, voilà, moi j'ai grandi avec. Et ça me permet d'aborder le ton aussi de la série, puisque le dessin animé suivait vraiment la BD, c'était très cartoonesque, avec un rythme très enchaîné, etc. Beaucoup de méta aussi, de références, de blagues plus ou moins bien vieillies, du coup, parce que les références, ça vieillit pas toujours très bien. C'est pas du tout le ton de la série. Vous n'avez pas opté pour ce cartoonesque, justement. On le ressent par touche à certains endroits, notamment via le personnage des Dalton, qui sont les plus cartoonesques à adapter, enfin les plus faciles peut-être à adapter dans ce ton-là. Mais vous êtes parti sur autre chose, vous. Bah, nous, on voulait, mais Mathieu l'a un peu dit, on voulait avoir peur. On voulait qu'il y ait un danger de vie ou de mort. On voulait que ce soit assez intense. Euh, et on avait envie de raconter notre propre histoire, donc de ne pas faire une photographie simplement de la BD, de proposer sinon, quel intérêt de refaire Luc. Et puis, on avait très peur du cheval qui parle. On avait très peur de ne pas être pris au sérieux.
ça peut marcher. C'est qui tout double, hein, le cheval qui parle. Tom avait vraiment très très peur. Moi, j'aurais adoré faire de Jolie la conscience de Lucky Luke, et on l'entend parler sans voir sa bouche bouger quand il dort. C'est un peu comme Val Kilmer dans True Romance qui apparaît en Elvis en fond flou. Voilà, c'était la limite qu'on se serait imposée. Mais pour le coup, il y a un truc qui est assez intéressant quand on voit ce que font les Américains. Les Américains dans les années 60, ils disent Batman, c'est des comics, c'est pour les enfants, et ils font le Batman avec Adam West, avec on a carrément des bulles à l'écran, des pif paf pouf, etc. Mais les Américains, depuis bien longtemps, ils ont épousé une voie dont Nolan, c'est à peu près le paroxysme. C'est qu'on est quasiment dans un vrai monde avec un justicier masqué qui incarne des problématiques réelles. Et nous, c'est vrai qu'on a souvent tendance, et j'ai déjà dit, à aller vers du cartoon quand on adapte. En France, oui, en France, voilà, toute la BD franco-belge. Et parfois ça marche quand on fait du cobu parce que c'est un truc qui a le parfum de l'enfance. Mais souvent, en fait, on ne prend pas assez au sérieux cet héritage, selon nous en tout cas. Et donc, du coup, nous, on a envie de croire en fait à ce personnage. Et immédiatement, le slapstick, on aime. C'est même ça qui sont nos premiers souvenirs. En fait, une de nos références pour Lucky Luke, c'est Mon nom est personne. Tout à fait. Et dans Mon nom est personne, alors Léon et les Italiens faisaient déjà de l'hommage au western. Et dans Mon nom est personne, il y a à peu près tout. C'est-à-dire que c'est très comédia dell'arte, très slapstick. Il y a des baffes même en montée, en accéléré. C'est presque gênant, tellement c'est un peu ridicule aujourd'hui de voir ça. Et en même temps, il y a de l'aventure. Il y a du danger, mais vraiment du danger. À la fin, Henry Fonda affronte une horde à cheval et on ne comprend pas comment il s'en sort. Et en même temps, il y a la tendresse la plus intense parce que voilà, c'est des héros qui pleurent, c'est des héros qui comprennent que leur fin approche. Enfin, voilà, donc c'était un peu notre boussole. On peut aller très très loin de l'humour et en même temps, on peut parler de choses très intimes et très tendres. Et c'est un équilibre qu'on ressent vraiment, en tout cas dans la série. Moi qui ai vu les 4 premiers épisodes, on navigue, voilà, justement, on peut avoir peur un peu de ce cartoonesque qui ne se retrouve pas juste par petites touches assez fines. Voilà, c'est plutôt l'humain qui l'emporte. Et ça change justement, ça permet de renouveler aussi, moi je trouve, à titre personnel, Lucky Luke qui est. Bon, ça aurait été, je dis pas que ça aurait été une mauvaise idée de faire du cartoon à 100% et d'y aller à fond, j'en sais rien, ça se trouve ça aurait été incroyable, mais en tout cas, au moins ça change, on voit autre chose. Un mot sur le tournage, parce que tu as un peu évoqué, Thomas, le fait de faire du western, c'est un peu un rêve aussi de cinéphile, non, d'auteur comme vous l'êtes, de se dire, on va pouvoir aller avoir des décors de western. Vous avez tourné en Espagne, je crois. C'est ça, on a tourné à Almeria, c'est l'épicentre du fantasme westernien. Mais moi, petite pensée pour mon grand-père qui, moi, quand j'avais 8 ans, alors autant Mathieu est rentré par la BD dans les histoires, autant moi, c'est mon papy qui, à mes 8 ans, m'a mis devant Mon nom est personne, devant Le Bourg, la Burte et le Truand. Il était une fois dans l'Ouest. Il avait bon goût. Il avait bon goût et puis il a bien fait parce que ça m'a jamais quitté. Et voilà, donc évidemment, pour les puristes, vous allez reconnaître dans certains plans, certains bâtiments qui sont même... pour quelques dollars de plus, vous avez du Il était une fois dans l'Ouest, vous avez la ferme. Voilà. Bon, c'est incroyable de voir ça et de se dire qu'on n'est pas juste en train de les filmer en hommage, mais on est en train d'y raconter une autre histoire. Donc oui, c'est incroyable. Moi, j'ai pas beaucoup mis les pieds sur le tournage. Mais l'avantage du coup c'est que j'y suis allé comme un gosse, j'y suis allé 4 jours et c'est le Disneyland du western quoi. Bah ouais, j'avais envie de me déguiser, j'avais envie de faire pampan. D'ailleurs pour la petite histoire, nous dans notre room avec nos 2 co-autrices, voilà, avec Mathieu on aime bien offrir des petits cadeaux, donc on a acheté des armes factices qu'on manipulait dans la salle comme ça, parce qu'au final on a joué au cow-boy quoi. Enfin voilà, donc le tournage, c'est Mathieu qui a une plus grosse expérience. Oui, parce que pour le coup, moi, je suis allé, j'ai été là 100% du temps. Ok. Ça a duré combien de temps le il y a eu 65 jours de tournage, il y avait les repérages en amont. Et donc, du coup, moi, ma petite expérience, c'est plus de dire, les repérages, c'est un rêve. Et le tournage, c'est la réalité. Donc les repérages, tout était possible. C'est une petite équipe qui se balade à peu près partout. Tu as des décors, mais on se croirait dans le Grand Canyon. C'est hallucinant. En Espagne, voilà, tu accèdes quasiment à Dodane, j'exagère, mais à certains endroits complètement reculés où tu te dis, mais ça serait incroyable. Et en même temps, tu sais qu'il va falloir faire passer 40 camions derrière qui vont ne pas pouvoir se déplacer à travers les trucs. Et donc, on ne va pas avoir ces décors-là. Et en fait, le tournage, c'est donc du coup une réalité, mais une réalité extrêmement
précieuse en termes d'apprentissage, etc. Parce que typiquement, moi, quand j'ai été là, entre le début de la prépa et la fin du tournage, j'ai dû couper 40 jours de tournage. On aurait eu, par rapport aux ambitions qu'on s'était mises à la base, on aurait eu besoin de 105 jours. Et donc, mais il y a plein de choses qu'on n'avait pas prévues, comme la pluie en Espagne. Donc voilà, ça arrive, exactement. Mais ça donne parfois des super surprises. Typiquement, il y avait censé avoir une attaque de diligence qui était dans laquelle il y avait les Dalton et c'était une énorme scène d'action qui devait peut-être prendre 3 jours de tournage. Et au final, dans la réécriture, ça devient une histoire racontée par Jack et William qui, du coup, normalement, les discours rapportés, c'est un peu l'aveu du faible. Une image vaut 1000 mots. Mais là, du coup, ça a été l'opportunité et il y en a eu plein quand on a réécrit, de faire de l'humour et d'avoir un moment presque culte où on en a... Des jolis accidents. Voilà, des jolis accidents avec un Jack qui raconte tout en mimant et un William qui veut tout compléter avec des mots qu'il n'arrive pas à trouver. Donc un rêve de réaliser du coup en faisant Lucky Luke, en faisant du western. Tout à fait. On va terminer avec une dernière question. On va pas parler de Lucky Luke parce que vous êtes en train de réaliser, et ça va durer jusqu'à la fin de l'année, un autre rêve, j'imagine, pour vous qui êtes des fans de BD et puis des cinéphiles dans tous les cas, des écrivains, des auteurs, puisque c'est toujours en lien avec la BD. Je le disais, vous êtes tous deux scénaristes du prochain film Astérix d'animation. Co-scénariste, parce que vous n'êtes pas tout seul sur ce projet, je crois. Non, et on est même arrivé après les grands Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, qui nous ont fait l'honneur de nous inviter à jouer avec eux. Voilà. Donc ça s'appelle Astérix, le royaume de Nubie. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à votre échelle ? Est-ce qu'on voit, ce qu'il y a derrière Oui, on a des images pour ceux. Regardez-nous sur YouTube si vous voulez voir. Il y a déjà la première bande-annonce qui a été sortie il y a quelques... Ce qu'on peut vous dire, c'est que la bande-annonce est disponible, qui vous révèle quelques histoires, notamment que le fait qu'une bonne partie du village qu'on connaît est transformée en enfant. Et il faut donc aller trouver un remède, mais un remède qui se trouve bien loin, comme dit Panoramix, en Nubie, donc qui était un vrai royaume africain derrière, plus loin que l'Égypte. Et encore une fois, on sait... C'est une histoire inédite, ce n'est pas adapté d'un album, mais c'est adapté de personnages tellement puissants que c'est un gros travail d'adaptation aussi. Et je terminerai en disant qu'il y a, avec Obélix, le même problème qu'avec Lucky Luke, c'est que c'est un type qui est très très fort et qui peut casser tous les murs. Donc comment est-ce qu'on arrive à le désactiver ? Ça a été aussi le petit challenge. C'est effectivement un ressort qu'on retrouve souvent dans l'Astérix Obélix d'ailleurs. C'est comment utiliser Obélix aujourd'hui de façon un peu plus intelligente que juste il a envie de casser du romain et envoyer des menhirs. Mathieu, cette expérience sur Astérix, c'est un rêve aussi ? Complètement, c'est un hommage. C'est encore une fois, on est dans une logique d'hommage, amour et trahison. C'est une chance de dingue parce que ce qu'on dit souvent, et peut-être qu'on se trompe, mais je crois pas dire de bêtises, qu'il y a 3 personnes qui ont eu la chance de jouer et avec Astérix et avec Lucky Luke, c'est Goscinny, Thomas et moi. Donc c'est assez délirant. C'est pas mal. C'est pas mal. En toute humilité. Voilà. Donc forcément, là pour le coup, c'est plus Thomas qui a grandi avec Astérix. Moi, j'avais vraiment grandi avec Lucky Luke. J'ai appris à dessiner avec Lucky Luke. Là, on a une chance de dingue que le calendrier de Matt et Alex, avec qui on avait déjà bossé, ça s'était très bien passé, les a poussés à devoir foncer sur Monte Cristo alors qu'il y avait encore du boulot sur le royaume de Nubie. Et on était embauchés pour une mission d'1 semaine qui a fini par durer 6 mois. Et ça a été un bonheur absolu. Franchement, il y a 2 choses dont on est excessivement fiers. C'est Lucky Luke et Astérix. Et les 2 sortent la même année. Donc c'est incroyable. Et ben voilà, une super année pour vous deux. On a hâte de voir cet Astérix, mais d'ici là, il y a Lucky Luke, puisque ça n'est pas encore sorti. Ça sort le 23 mars, je le disais, foncez sur Disney+, pour voir justement cette adaptation version Thomas Mansuy et Mathieu Leblanc. Vous allez rester encore un peu avec moi tous les deux, il nous reste une dernière séquence. Avec plaisir. Vous allez nous donner des petits conseils de séries à regarder, c'est parti. Voilà, vous avez accepté tous les deux de vous prêter au jeu de la carte blanche, de la reco. Thomas, je vais commencer avec toi, puisque il y a un lien entre Lucky Luke et ta série, puisque tu nous recommandes de voir une série Netflix, une des premières séries Netflix originales, puisqu'elle date de 2017, quasiment 10 ans maintenant. Série qui s'appelle Godless, et qui se passait déjà au Far West. En effet. Évidemment, quand tu nous as demandé de trouver une petite série à recommander, moi c'est Godless. Godless, c'est une série western qui n'a qu'une saison et c'est très bien. Oui, alors je me suis dit, tiens, j'ai pas vu ça, je vais le rattraper, machin. Et en fait, non, il n'y a qu'une saison, c'est parfait. Après, les gens avec qui je travaille vont me taper sur les doigts parce que je ne fais que recommander des séries Netflix. Je ne viens pas parler de séries Netflix. Mais donc, Godless, le pitch est hyper simple. C'est une ville qui est assise sur de l'or, mais c'est pas une métaphore. Il y a une mine d'or ou d'argent, je crois. C'était il y a longtemps. Les hommes descendent à la mine, coup de grisou, plus aucun homme dans la ville. Et ce sont les femmes
qui doivent diriger cette ville dans évidemment un environnement encore pire qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà. Et évidemment, cette ville attire des convoitises. Bien sûr. Donc, on a des héroïnes hyper fortes. On a un cow-boy solitaire et blessé, diminué, qui vient là. Et on a Jeff Daniels en méchant, qui est incroyable. Donc, c'est une série épique à souhait. Très, très belles images. Et il y a de l'émotion, il y a des backstories hyper intéressantes. Et en même temps, il y a le petit héroïsme qu'on aime, avec des cow-boys qui tirent sur des têtes de serpents à 20 mètres. Et mention spéciale pour un flashback extraordinaire d'une course-poursuite entre le héros masculin de la série et la bande de brigands dirigée par Jeff Daniels. C'est merveilleux. Et ben voilà, ça donne envie. Quand vous aurez fini Lucky Luke, vous passez sur Netflix C'est ça. et vous allez voir Godless. Il y a donc 7 épisodes. J'ai vérifié mes fiches, 7 épisodes. Magnifique. Comme ça vous fait quelques temps, mais vous n'y passez pas 2 ans. Mathieu, de ton côté, une série historique également, qui se passe pas dans un présent proche, on va dire, puisqu'on va parler des pirates. Autre mythe télé, ciné, etc., qui fait rêver beaucoup de monde. En l'occurrence, les pirates de Black Sails. Oui, tout à fait. Écoute, nous, c'est un choix aussi parce que quand même, on s'est connus il y a plus de 15 ans sur un projet de série pirate avec Thomas. Les pirates, pour nous, c'est très important. C'était les 2 boussoles pour Lucky Luke, c'était Mon nom est personne et Pirates des Caraïbes. Et donc, clairement, il était assez logique, si monsieur prend un western, que je conseille cette meilleure série que j'ai jamais vue de pirates. Black Sails, c'est l'histoire, en gros, sur 4 saisons, de la fin de l'utopie pirate. Alors ça commence avec de la chasse au trésor évidemment, etc., mais ça se situe à Nassau et ça a le bon goût en fait d'avoir 2 personnages qui sont excessivement importants dans le mythe de l'histoire des pirates, puisque c'est Long John Silver et le capitaine Flint, qui sont donc Long John Silver, le méchant de l'île au trésor de Robert Louis Stevenson, et ils ont le bon goût de partir de Flint, qu'on ne voit jamais d'ailleurs dans l'île au trésor, qui est juste cité. Ils ont le bon goût de partir de leur début avec un Long John Silver qui est pour le coup un jeune foufou gentil et qu'on sait qu'il va devenir Dark Vador. Et donc, typiquement, c'est la prélogie, on va dire. C'est évidemment, ça met du coup un voile sur le fait qu'on sait qu'à la base, ils sont fringants, ils sont beaux, c'est des héros. Et à la fin, on sait très bien que ça finit par un grand méchant dans l'île au trésor. Donc, on est appelé à se dire que ça va être un univers qui s'effondre. Et ce qui est absolument génial dans cette série, au-delà du fait que il y a du sang, il y a de l'action, il y a des héros, il y a des méchants, c'est une série qui est assez forte politiquement. Elle arrive à faire avec pas grand chose. Pour moi, c'est un Game of Thrones sur l'eau. Et là où elle est très forte et une bonne façon de l'illustrer, c'est ce premier épisode où justement tout le monde court après un trésor. Mais ce qui se joue pour Flint, c'est qu'en fait, il y a une mutinerie qui s'organise. Et du coup, il y a quelqu'un qui veut prendre le pouvoir et qui veut le condamner et le faire tuer avec l'aide des autres membres de l'équipage. Et il montre tout de suite le capitaine pirate au-delà de l'image fringante à la Errol Flynn. Ils disent, ok, en fait, un capitaine pirate, c'est quelqu'un qui est sur un baril de poudre et qui constamment, en fait, n'est pas le mec le plus puissant du navire, mais peut-être le plus fragile. Okay. Et il doit composer avec ses hommes et ça devient tout de suite extrêmement intéressant, intelligent. Si on pouvait faire une série de pirates, appel du pied. Voilà. Si ça peut être la prochaine. Moi, j'ai envie de vous dire oui, j'adore ça. Donc, moi, je validerai ce projet. J'ai pas les sous pour vous le financer. Je vais pas vous le cacher. Il va m'en manquer un peu. Mais en attendant, on peut tous regarder Black Sails, qui est vraiment un super monument. Pourquoi pas un spin-off sur les pirates d'Astérix, par exemple? On va rester dans la compétition pour la BD et tout. Peut-être qu'il y aura une histoire. Peut-être qu'il faut humaniser ces pirates qui n'arrêtent pas de le meilleur personnage. Voilà. Et merci Mathieu. Donc, Black Sails, c'est une série qu'on peut revoir sur HBO Max en ce moment. Merci à tous les deux, Thomas, Mathieu, merci d'être passé sur le plateau d'épisode suivant. Super duo de scénaristes, j'ai été ravi de vous avoir aujourd'hui. Peut-être qu'on se verra à Lille d'ailleurs, puisque vous serez à Lille pour Série Mania, puisque la première mondiale, rien d'autre que ça, mondiale de Lucky Luke, elle aura lieu ce dimanche 22 mars. Au festival Série Mania, vous allez avoir en direct le retour avec de la salle, avec toute l'équipe, il y aura les acteurs, il y aura tout le monde. Ça va être un super moment, je pense, pour vous en tout cas. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé la série. J'ose espérer que le public répondra favorablement aussi à Série Mania. Et moi, j'y serai pour la 3e année de suite. Voilà, on va aller à Série Mania, on va prendre un peu l'air, sortir du plateau. On vous prépare une émission spéciale sur place avec des invités exceptionnels. J'en dis pas plus, mais soyez là la semaine prochaine. Pour ne rien rater d'ici là, abonnez-vous au podcast, l'épisode suivant, évidemment, sur toutes les plateformes. Ce serait dommage de rater nos émissions. Vous pouvez nous regarder sur YouTube, sur la chaîne de BFM Tech, évidemment sur le site aussi. Et donc à la semaine prochaine à Lille pour l'épisode suivant.